Les mères célibataires sont une honte, m'a dit ma mère devant ma fille de 5 ans. Je suis parti, et bientôt ils ont perdu tout ce qu'ils chérissaient. Je m'appelle Cornelia et j'ai 35 ans. J'élève seule ma fille Lily depuis mon divorce il y a 3 ans. Notre vie dans notre petit appartement n'est pas toujours facile, mais nous avons trouvé le bonheur dans notre petit monde à deux. Mes riches parents n'ont jamais approuvé mes choix, surtout celui de devenir mère célibataire. Lorsqu'ils nous ont invités à leur réunion de Pâques, j'espérais que les choses seraient différentes cette fois. Je me trompais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Si votre famille a déjà jugé vos choix de vie, mettez un j'aime à cette vidéo et dites-moi d'où vous regardez. Avant de partager ce qui s'est passé ce jour-là, j'aimerais savoir de quelle partie du monde vous regardez. Cliquez sur le bouton d'abonnement si vous voulez entendre plus d'histoires sur la façon de trouver de la force dans des situations familiales difficiles. J'ai grandi dans une maison parfaite en apparence à Greenwich, Connecticut, où l'apparence était tout. Mes parents, Richard et Eleanor Hamilton, étaient des piliers de la scène sociale locale. Papa a bâti son cabinet de conseil financier à partir de rien et maman gérait l'image de notre famille avec la même précision qu'elle utilisait pour organiser des galas de charité. De l'extérieur, nous étions la réalisation du rêve américain. La maison de mon enfance était une demeure coloniale de 6 chambres avec des jardins parfaitement entretenus qui apparaissaient dans les magazines régionaux. Chaque fête ressemblait à une vitrine de grands magasins. Chaque dîner était servi dans de la porcelaine. Chaque conversation était soigneusement modulée pour maintenir notre réputation. Cornelia, une dame n'élève jamais la voix, me rappelait ma mère chaque fois que je m'enthousiasmais trop pour quelque chose. Cornelia, ta posture reflète ton éducation, disait-elle en tapotant ma colonne vertébrale avec son doigt jusqu'à ce que je me tienne droite comme un i. Dès la maternelle, mes parents avaient tracé mon avenir, une université prestigieuse, une carrière respectable en tant que médecin ou avocate, un mariage avec quelqu'un d'une bonne famille, et des enfants parfaitement élevés qui perpétueraient l'héritage des Hamilton. J'ai essayé de suivre leur plan. J'ai été admise à Cornell, je me suis spécialisé en commerce comme ils le voulaient. Puis, pendant ma 3e année, j'ai rencontré James dans mon cours optionnel d'histoire de l'art. Il étudiait la photographie, avec des cheveux bruns en désordre qui ne semblaient jamais rester en place et des rêves qui n'avaient rien à voir avec le statut social ou les portefeuilles financiers. Quand je l'ai ramené à la maison pour Thanksgiving, je pouvais presque entendre les cris intérieurs de ma mère derrière son sourire figé. James était créatif, gentil et complètement désintéressé d'impressionner qui que ce soit avec ses relations familiales ou son potentiel de revenus futurs. La photographie, avait répété mon père comme si James avait dit qu'il prévoyait de devenir un peintre professionnel avec les doigts. C'est un passe-temps intéressant. C'est en fait ma spécialité, monsieur, répondit James, manquant ou ignorant la condescendance. Ce soir-là, ma mère m'a coincé dans la cuisine. Chérie, il semble assez gentil pour une amourette de fac, mais tu vois bien qu'il n'est pas à la hauteur des Hamilton. Mais j'étais déjà en train de tomber amoureuse de sa passion authentique pour la vie, de sa capacité à trouver la beauté dans les moments les plus ordinaires. La façon dont il regardait le monde à travers son objectif d'appareil photo me faisait tout voir différemment. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans et malgré les allusions constantes de mes parents à des parties plus convenables, j'ai épousé James à 25 ans. Ils ont payé pour un mariage extravagant parce que les apparences comptaient, mais leur discours s'est davantage concentré sur mes réussites académiques que sur notre histoire d'amour. Nous étions heureux malgré nos difficultés financières. James enchaînait les contrats en indépendant tout en essayant de constituer un portfolio. J'ai trouvé du travail dans une petite agence de marketing en tant que graphiste, utilisant mon diplôme de commerce dans un domaine créatif qui me rendait heureuse mais décevait mes parents. Quand je suis tombée enceinte de Lily 2 ans plus tard, mes parents se sont brièvement adoucis. Ma mère a aidé à décorer la chambre de bébé dans notre petit appartement de 2 chambres, bien qu'elle n'ait pu s'empêcher de mentionner que sa petite fille méritait une vraie maison avec un jardin. La naissance de Lily a été magique. Au moment où ils l'ont placée dans mes bras, avec ses minuscules doigts parfaits et ses yeux vifs et curieux, j'ai su que je ferais n'importe quoi pour elle. James prenait de magnifiques photos d'elle tous les jours, documentant ses plus petits changements avec la même révérence qu'il aurait utilisée pour de grands paysages. Pendant un certain temps, nous étions parfaitement heureux malgré les nuits blanches et les tensions financières. Mais à mesure que Lily grandissait, nos difficultés aussi. James a commencé à accepter plus de contrats commerciaux qui payaient mieux, mais le laissaient artistiquement frustré. Il travaillait de plus longues heures, rentrant épuisé et renfermé. Nous nous disputions à propos de l'argent, du temps, de savoir à qui c'était le tour de donner le biberon de minuit.
Les petites fissures sont devenues des failles. Nous sommes allés en thérapie de couple, mais quelque chose avait changé entre nous. Je le sentais s'éloigner, construire une vie séparée de la nôtre. Quand Lily avait 2 ans, j'ai trouvé les messages de son assistante, Emma. Les séances photos tardives qui n'avaient abouti à aucune nouvelle image pour son portfolio, l'atelier du week-end qui n'était sur aucun site de photographie. Confronté, James a tout avoué. La liaison durait depuis des mois. Il m'aimait, disait-il, mais il n'était pas heureux. Il se sentait piégé par les responsabilités, par la pression financière, par la vie conventionnelle que nous avions construite. J'étais anéanti, mais déterminé à ne pas me battre salement pour le bien de Lily. Notre divorce a été aussi à l'amiable qu'un divorce peut l'être. Nous nous sommes mis d'accord sur une garde partagée, Lily vivant principalement avec moi. James a déménagé dans un studio en centre-ville et la voyait tous les week-ends. Mes parents, comme on pouvait s'y attendre, ont vu mon divorce comme la confirmation de leurs avertissements. C'est ce qui arrive quand on se marie sans penser à la stabilité, a dit ma mère, comme si on lui avait donné raison à propos d'un investissement douteux. Ils ne l'ont jamais dit directement, mais je sentais qu'ils me blâmaient pour l'échec du mariage. Si seulement j'avais choisi quelqu'un de plus convenable. Si seulement j'avais été plus accommodante. Si seulement j'avais privilégié la sécurité à l'amour. Je me suis jeté à corps perdu dans la reconstruction de notre vie. J'ai développé mon travail de graphiste, acceptant des projets en freelance que je pouvais faire de chez moi après que Lily soit couchée. Mon petit appartement est devenu un sanctuaire où Lily et moi avons créé nos propres traditions. Les crêpes du samedi matin dans les formes qu'elle demandait. Les projets de bricolage du dimanche après-midi étalés sur le sol de notre salon. Les histoires du soir où nous ajoutions chacune notre tour des péripéties. L'argent était rare, mais Lily n'a jamais ressenti les contraintes. C'était une enfant heureuse, prompte à rire, farouchement curieuse et extraordinairement gentille. À 5 ans, elle était ma petite philosophe, posant toujours des questions qui me faisaient voir le monde différemment. Mes contacts avec mes parents se sont limités à de brefs appels et à des cartes de vœux obligatoires pour les fêtes. Mon frère cadet, Michael, gardait un contact plus régulier. Bien qu'il partageât beaucoup des valeurs de nos parents, ayant suivi le chemin prescrit vers l'école de commerce et rejoint le cabinet de papa, il avait un cœur plus tendre. Sa femme, Amanda, était chaleureuse et simple, malgré son propre milieu privilégié. Quand l'invitation pour Pâques chez mes parents est arrivée, mon premier instinct a été de refuser. Cela faisait des mois que nous n'étions pas allés leur rendre visite, et la dernière fois avait été tendue de critiques tacites, mais Michael a appelé personnellement pour m'encourager. Maman a parlé de voir Lily, a-t-il dit. Je pense qu'ils veulent vraiment essayer, Cornelia. Cela signifierait beaucoup d'avoir tout le monde réuni. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Peut-être que le temps avait adouci leur jugement. Peut-être qu'ils voulaient enfin une vraie relation avec leur petite fille. Peut-être, juste peut-être, qu'ils pouvaient accepter ma vie telle qu'elle était plutôt que telle qu'ils l'avaient planifiée. J'aurais dû faire confiance à mon instinct à la place. Le matin du dimanche de Pâques, je me suis réveillé avec la boule au ventre. J'ai rêvé que je me tenais dans le hall d'entrée de mes parents tandis que des mains invisibles défaisaient mes vêtements fil par fil jusqu'à ce que je sois nu et exposé. Maman, on va à la grande maison aujourd'hui, a demandé Lily en sautant dans ma chambre, déjà complètement réveillée et excitée dans son pyjama à fleurs. Oui, ma chérie. Nous allons voir mamie et papy, et oncle Michael et tante Amanda, et il y aura une grande chasse aux œufs de Pâques. Ses yeux se sont agrandis d'anticipation. J'ai hoché la tête, me souvenant des chasses élaborées que ma mère organisait quand Michael et moi étions enfants. Chaque œuf contenait non seulement des bonbons, mais aussi de petits jouets ou de l'argent. Tout était codé par couleur et inventorié, afin qu'aucun trésor précieux ne soit laissé pourrir dans le jardin. J'ai habillé Lily de la robe bleu clair que nous avions achetée spécialement pour l'occasion, avec de minuscules fleurs brodées le long de l'ourlet. J'ai passé plus de temps sur ses boucles sombres, les attachant avec un ruban assorti. En la regardant dans le miroir, mon cœur s'est gonflé. Elle était si belle, si parfaite telle qu'elle était. Pour moi, j'ai choisi une simple robe bleu marine, professionnelle mais pas ostentatoire. Je savais de toute façon que rien dans ma garde-robe ne satisferait les exigences de ma mère, alors j'ai visé la dignité plutôt que la mode. Tu ressembles à une princesse, maman, a dit Lily, me faisant me sentir belle malgré mon choix pratique. Le trajet jusqu'à Greenwich a duré près d'1 heure depuis notre appartement de White Plain. Alors que nous tournions dans la rue bordée d'arbres où j'ai grandi, je me sentais me transformer à nouveau en la fille dévouée,
les épaules se tendant, le menton se relevant en prévision de l'examen minutieux. La maison de mes parents était exactement comme elle l'avait toujours été. Colonne blanche, volets noirs, porte d'entrée avec son heurtoir en laiton brillant, tout était méticuleusement entretenu. La seule différence était la façon dont je la voyais maintenant. Ce qui semblait autrefois grandiose me paraissait maintenant intimidant, un monument aux apparences plutôt qu'un foyer. « Waouh !» a chuchoté Lily alors que nous entrions dans l'allée circulaire. « C'est vraiment ici que tu as grandi, maman ?» « Oui, » ai-je dit, en essayant de voir les choses à travers ses yeux. « Mais tu sais quoi ? Je trouve que notre appartement est beaucoup plus douillet. » La porte d'entrée s'est ouverte alors que nous approchions, révélant ma mère dans une robe rose pâle et des perles, ses cheveux blonds argentés parfaitement coiffés. « Vous voilà » a-t-elle dit en embrassant l'air près de ma joue. Nous commencions à nous demander si vous alliez y arriver. Nous étions en fait 15 minutes en avance, mais j'ai laissé passer. « Bonjour, Lilian » a dit ma mère, utilisant le prénom formel que personne d'autre n'utilisait pour ma fille. « Mon Dieu, comme tu as grandi !» Lily, soudainement timide, s'est collée contre ma jambe, mais a réussi un « bonjour, mamie » discret. Mon père est apparu derrière ma mère, grand et imposant dans un blazer bleu malgré le fait d'être chez lui un jour de fête. Sa poignée de main était ferme, son sourire crispé. « Cornelia » a-t-il dit avec un hochement de tête, puis a à peine jeté un coup d'œil à Lily. « Tout le monde est dans le jardin. Ta mère a préparé un sacré buffet. » La maison sentait le lilas et l'agneau rôti, des odeurs familières qui me transportaient à chaque fête de famille tendue de mon enfance. Nous avons suivi mes parents à travers le salon formel où rien n'était jamais vraiment utilisé, passé la salle à manger déjà dressée avec la belle porcelaine, et sommes sortis sur le patio du jardin. Michael s'est levé immédiatement quand il nous a vus, son sourire sincère contrastant agréablement avec l'accueil de nos parents. « Voilà ma nièce préférée », s'est-il exclamé en venant prendre Lily dans ses bras, ce qui l'a fait rire. Sa femme, Amanda, m'a offert une chaleureuse étreinte. « Tellement contente de vous voir toutes les deux », a-t-elle dit doucement. « Ça fait trop longtemps. » J'ai remarqué les jumeaux de 3 ans de Michael et Amanda qui jouaient sur une couverture sous l'œil vigilant d'une jeune femme que j'ai supposé être leur nounou. Ma mère s'était déjà déplacée pour s'agiter autour d'eux, roucoulant d'une manière qu'elle ne faisait jamais avec Lily. Le jardin était rempli d'autres parents. La sœur de mon père, Catherine, avec son mari et leurs enfants adultes. La cousine de ma mère, Patricia, et sa famille. Toutes des personnes qui m'avaient connu toute ma vie mais qui semblaient maintenant des étrangers d'un autre monde. Cornelia chérie. Tante Catherine s'est approchée. Comment t'en sors-tu ? Tu as l'air fatiguée. Avant que je puisse répondre, elle a continué. La maternité célibataire doit être si difficile. Je n'arrête pas de dire à Eleanor qu'elle devrait t'aider davantage. La famille doit se serrer les coudes dans les moments difficiles. Ces mots étaient gentils, mais empreints d'une pitié qui me donnait la chair de poule. Nous nous en sortons merveilleusement bien, en fait, ai-je répondu avec un grand sourire. Lily s'épanouit en maternelle, et mon entreprise de design se développe régulièrement. Oh, tu fais toujours ce truc d'art sur ordinateur. C'est bien d'avoir un petit passe-temps qui te permet de rester à la maison avec Lilian. Je me suis mordu la langue. Mon passe-temps payait notre loyer et mettait de la nourriture sur notre table, mais expliquer cela n'aurait fait qu'inviter plus de condescendance. Tout au long de l'après-midi, j'ai surpris des bribes de conversation. Les voix baissaient, mais pas tout à fait assez. Quel dommage pour son mariage. James semblait assez gentil, mais les types créatifs sont si peu fiables. Vivre dans ce minuscule appartement, Eleanor dit qu'il n'y a guère de place pour une vraie table à manger. On lui a proposé de l'aider financièrement, bien sûr, mais elle a toujours été têtue. Ma mère a passé l'après-midi à mettre en valeur les jumeaux de Michael, se vantant de leurs compétences précoces en lecture et de la liste d'attente sur laquelle ils étaient déjà pour une école maternelle exclusive. Pendant ce temps, Lily essayait à plusieurs reprises d'engager la conversation avec sa grand-mère, lui montrant un papillon qu'elle avait repéré, posant des questions sur les fleurs du jardin, proposant d'aider à disposer les assiettes à dessert. À chaque fois, ma mère ne lui accordait que la plus brève attention avant de se tourner vers les jumeaux ou une autre conversation. J'ai regardé le visage avide de Lily se décomposer encore et encore, et à chaque fois, il m'a fallu toute ma retenue pour ne pas faire nos bagages et partir. Mon père était encore pire, ignorant à peine l'existence de Lily. Quand elle s'est approchée de lui avec un dessin qu'elle avait fait de son jardin, il y a jeté un coup d'œil et a dit, très joli,
avant de le lui rendre et de se tourner pour discuter de la bourse avec mon cousin Édouard. La chasse aux œufs de Pâques a été le seul point positif. Michael s'est assuré que Lily trouve beaucoup d'œufs, lui indiquant parfois accidentellement ceux que les autres enfants avaient manqués. Elle rayonnait à chaque découverte, son panier se remplissant de trésors colorés. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, nous sommes entrés pour le dîner formel de Pâques. La longue table brillait d'argenterie et de cristal, des cartons de table marquant la place désignée de chaque personne. J'ai immédiatement remarqué que Lily et moi étions placés au bout de la table, loin du centre où mes parents présidaient. Les yeux de Lily se sont écarquillés devant l'éventail de fourchettes et de cuillères à côté de son assiette. Je lui ai chuchoté un bref rappel de commencer par l'extérieur, mais je pouvais voir son anxiété à l'idée de faire une erreur dans ce cadre formel. « Regarde juste ce que je fais », lui ai-je dit doucement. « Et ne t'inquiète pas si tu utilises la mauvaise fourchette. Ça n'a vraiment pas d'importance. » Mais dans cette maison, ça avait toujours de l'importance. Quand Lily a accidentellement utilisé sa cuillère à dessert pour sa soupe, les yeux de ma mère se sont plissés, bien qu'elle n'ait rien dit directement. Quand le petit pain de Lily a glissé de son assiette sur la nappe, mon père a soupiré bruyamment. Tout au long du repas, la conversation a tourné autour de sujets destinés à m'exclure, des clubs privés dont je n'étais plus membre, des voisins avec qui je n'étais plus en contact, des investissements familiaux dont je ne faisais pas partie. Michael a essayé de m'inclure de temps en temps. Le travail de design de Cornelia décolle vraiment. Elle vient de décrocher cette série de livres pour enfants, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête avec gratitude. Oui, c'est un contrat de 4 livres avec des options pour plus s'ils se vendent bien. Comme c'est gentil, a dit ma mère, sur le même ton qu'elle aurait pu utiliser pour un dessin d'enfant. Bien que j'ai toujours espéré que tu utiliserais ton diplôme de commerce pour quelque chose de plus substantiel. En parlant de substantiel, Michael vient de décrocher le compte Henderson. 7 chiffres, n'est-ce pas, chérie? La seule personne qui semblait vraiment intéressée par ma vie était la sœur de mon père, tante Meredith, qui avait divorcé de son mari 20 ans plus tôt après avoir découvert son problème de jeu. Ton travail a l'air fascinant, a-t-elle dit lors d'un bref moment où nous nous sommes retrouvés seuls près de la table des desserts. Et Lily est absolument adorable. Tu fais un travail merveilleux avec elle, Cornelia. Ces mots étaient comme de l'eau fraîche dans un désert. Merci, ai-je dit, sentant mes yeux piquer de manière inattendue. Ça me touche beaucoup. Elle m'a serré brièvement la main. Ne les laisse pas t'atteindre. Certaines personnes ne peuvent pas reconnaître le bonheur à moins qu'il ne se présente dans l'emballage qu'elles attendaient. Après le dîner, les adultes se sont réunis dans le salon formel pendant que les plus jeunes enfants étaient emmenés à l'étage par la nounou des jumeaux. Lily avait demandé à rester avec moi, encore timide dans cet environnement inconnu avec des parents qui ressemblaient plus à des étrangers qu'à de la famille. Elle s'est assise tranquillement à côté de moi sur le canapé en brocart de soie, regardant un livre d'images qu'elle avait apporté dans son sac à dos. J'écoutais à moitié la conversation qui se déroulait autour de nous, contribuant par un hochement de tête ou un sourire occasionnel lorsque c'était approprié. Ma cousine Diane discutait de son prochain mariage, son 3e, avec un banquier d'affaires qu'elle avait rencontré lors d'une croisière de charité. Nous pensons à juin au Westbrook Country Club, s'est-elle exclamée. Petite et intime, probablement juste 200 invités environ. Le club est le seul lieu approprié pour un vrai mariage. Ma mère était d'accord. J'ai toujours dit que les fondations comptent. Un mariage qui commence avec le bon cadre à la bonne fondation. J'ai senti son regard dans ma direction mais j'ai gardé les yeux sur le livre de Lily, tournant la page avec un intérêt exagéré. En parlant de fondation, est intervenu mon père. Avez-vous tous vu cet article dans le Wall Street Journal la semaine dernière sur le déclin des valeurs familiales traditionnelles? Assez éclairant sur la façon dont ces arrangements modernes affectent les enfants. La pièce a murmuré son accord. Mon cousin Édouard, toujours désireux de s'aligner sur mon père, a ajouté, les statistiques sont alarmantes. Les enfants de foyers brisés montrent des taux plus élevés de problèmes de comportement, des résultats scolaires plus faibles. J'ai senti Lily lever les yeux de son livre, sentant la tension dans mon corps, bien qu'elle ne puisse pas comprendre le sous-texte de la conversation. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, a dit gentiment ma tante Catherine avec un regard appuyé sur moi et Lily. Ma mère a pris une gorgée de son sherry. Les exceptions ne changent pas la règle. Les enfants ont besoin de stabilité, de structure et de modèles appropriés. C'est simplement un fait. La conversation a continué autour de nous, abordant le déclin des quartiers, les problèmes des écoles publiques,
le sentiment général que la société s'effondrait parce que les gens ne respectaient plus les valeurs appropriées. J'aurais dû emmener Lily à l'étage à ce moment-là. J'aurais dû trouver une excuse pour quitter la pièce, mais je suis resté, pensant que la conversation passerait à un terrain plus sûr. Puis ma mère, encouragée peut-être par son deuxième chéri et l'approbation silencieuse de son cercle social, m'a regardé directement pour la première fois de la soirée. Le problème, c'est que les gens ne comprennent plus le sacrifice et l'engagement, a-t-elle dit. Ils pensent que le mariage est une question de bonheur personnel plutôt que de construire quelque chose de durable pour la prochaine génération. J'ai senti la cible sur mon dos devenir plus grande, mais je n'ai toujours rien dit. La maternité célibataire est glorifiée de nos jours, a-t-elle continué, sa voix prenant le ton vertueux qu'elle utilisait lorsqu'elle était particulièrement certaine de son opinion, comme si c'était juste un autre choix de vie plutôt qu'une terrible circonstance pour un enfant. La pièce était devenue inconfortablement silencieuse. Même mon père semblait sentir qu'elle dépassait les bornes, posant une main sur son bras qu'elle a rapidement repoussé. Je vais le dire clairement, a-t-elle annoncé. Les mères célibataires sont une honte pour la société respectable. Elles privilégient leur propre épanouissement au détriment du bien-être de leurs enfants. C'est égoïste et à courte vue. Le silence qui a suivi était absolu. J'avais l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. À côté de moi, Lily a tiré sur ma manche. Maman, a-t-elle chuchoté, bien que dans le silence, ce soit clairement audible. Qu'est-ce que c'est une honte? C'est mal? J'ai baissé les yeux sur son visage confus, ses yeux innocents essayant de donner un sens aux mots durs de sa grand-mère. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est cristallisé en une clarté parfaite. Oui, ma chérie. C'est une mauvaise chose à dire, ai-je répondu assez fort pour que tout le monde entende. Mais parfois, les gens disent des choses méchantes quand ils ne comprennent pas, le visage de ma mère a rougi. Ce n'est pas méchant de dire la vérité, Cornelia. Les enfants méritent 2 parents, une mère et un père, un foyer stable, la sécurité financière, toutes les choses dont tu l'as privé avec tes choix. Maman, est finalement intervenu Michael. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour cette discussion. Mais elle était lancée maintenant. Des années de désapprobation trouvaient leur voie. Quand sera-ce le bon moment? Quand Lilian aura des difficultés à l'école? Quand elle se comportera mal parce qu'elle n'a pas de guidance appropriée? Quand elle répétera les erreurs de sa mère? Mon père a hoché la tête en signe d'accord. L'inquiétude de ta mère vient de l'amour, Cornelia. Nous nous inquiétons pour l'avenir de Lilian et, franchement, pour ta sécurité financière. Cette phase de design graphique ne peut pas possiblement fournir la stabilité dont vous avez toutes les deux besoin. J'ai regardé autour de la pièce. Certains parents fixaient leurs genoux, mal à l'aise. D'autres hochaient légèrement la tête, d'accord avec l'évaluation de mes parents. Michael avait l'air déchiré, la désapprobation dans les yeux, mais le silence sur les lèvres. Seule Amanda et tante Meredith montraient un désaccord clair sur leur visage. Je sentais Lily trembler légèrement contre moi, sentant la tension, bien qu'elle ne puisse pas comprendre pleinement les mots. Ma petite fille se faisait dire que sa famille était une honte, sa mère égoïste, sa vie manquante. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je me suis levé lentement, prenant la main de Lily dans la mienne. Merci pour votre inquiétude, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Mais Lily et moi nous en sortons très bien. Nous sommes heureuses, en bonne santé et très aimées. Ne sois pas si sensible, Cornelia, a raillé ma mère. Nous avons une discussion de famille. S'enfuir chaque fois que tu entends quelque chose que tu n'aimes pas est exactement le problème de ta génération. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne fuis pas la vérité, mère. Je protège ma fille d'opinions nuisibles. Lily et moi sommes une famille, complète, entière et réelle. Je ne permettrai à personne de lui dire le contraire, pas même à ses grands-parents. Mon père s'est levé à son tour, le visage rougeau. Ça suffit. Tu es dramatique et irrespectueuse. Je suis une mère, les jeux corrigés. C'est ma priorité, pas de maintenir les apparences ou de me conformer à des idées dépassées sur la famille. Je me suis tourné pour m'adresser à la pièce. Merci à ceux qui ont été gentils aujourd'hui. Nous l'apprécions plus que vous ne le savez, mais nous allons partir maintenant. Sur ce, j'ai guidé Lily vers la porte, rassemblant nos affaires dans l'entrée, tandis que mes parents restaient assis dans un silence stupéfait. Seul Michael s'est levé, nous suivant. Cornelia, attends. Il ne le pensait pas comme ça.
Je me suis tourné vers mon frère. Cet homme pris entre deux mondes. Si, Michael. Il le pensait. Et tu le sais. Alors que nous marchions sur le chemin menant à ma voiture, j'entendais des voix s'élever de l'intérieur. La parfaite Pâque de la famille Hamilton était en plein désarroi. Lily était silencieuse alors que je l'attachais dans son siège d'appoint. Ce n'est que lorsque nous nous sommes éloignés de la maison qu'elle a demandé « Maman, pourquoi mamie était en colère contre nous? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Mon cœur s'est brisé à cette question. Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. Mamie et papy ont des idées un peu démodées sur les familles. Ils pensent que toutes les familles devraient se ressembler. Comme les jumeaux avec leur maman et leur papa. Oui, comme ça. Mais la vérité, c'est que les familles existent sous toutes sortes de formes et de tailles. Certaines ont un parent, d'autres en ont deux, d'autres ont des grands-parents ou des tantes ou des oncles. Ce qui fait une vraie famille, ce n'est pas qui en fait partie, mais la quantité d'amour qu'il y a, elle a considéré cela sérieusement. On a beaucoup d'amour, n'est-ce pas, maman? J'ai ravalé mes larmes. Oui, Lily. Nous avons plus qu'assez d'amour, et cela fait de nous la famille parfaite, telle que nous sommes. Au moment où nous sommes arrivés à notre appartement, Lily s'était endormie dans son siège auto, émotionnellement épuisée par la journée. Je l'ai portée à l'intérieur et l'ai mise au lit, toujours dans sa robe de Pâques, assise à côté d'elle dans la chambre assombrie, regardant son visage paisible, les larmes que j'avais retenues toute la journée ont finalement coulé. J'ai pleuré pour la petite fille qui cherchait encore l'approbation de parents qui ne pouvaient pas voir sa valeur. J'ai pleuré pour Lily, exposée à une telle froideur de la part de personnes qui auraient dû l'aimer inconditionnellement. J'ai pleuré de la libération de la tension, de la colère, de la douleur, et enfin, étrangement, du soulagement. Le masque était tombé. La politesse feinte avait disparu. Pour la première fois, mes parents avaient dit tout haut ce qu'ils avaient toujours cru, et je leur avais enfin tenu tête. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait plus d'illusion entre nous. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des SMS et des appels presque immédiatement après notre départ. Michael a appelé 3 fois avant que je ne réponde enfin. « Ça va ?» a-t-il demandé, une inquiétude sincère dans la voix. « Non » ai-je répondu honnêtement. « Mais Lily et moi, ça ira. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Maman a dépassé les bornes. Papa aussi. Mais tu n'as rien dit, Michael. Tu es resté assis pendant qu'ils attaquaient mes choix de vie, mon éducation, le bien-être de ma fille. » Son silence a confirmé la vérité. « Il parle de te couper complètement les vivres », a-t-il finalement dit. L'héritage, les relations familiales, tout. J'ai ri, bien qu'il n'y ait pas d'humour là-dedans. Je vis sans leur soutien financier depuis des années. La menace de perdre quelque chose sur lequel je n'ai jamais compté ne me fait pas peur. « Que puis-je faire ?» a-t-il demandé, l'air perdu. « Tu peux décider quel genre d'oncle, quel genre de frère, quel genre d'homme tu veux être, lui ai-je dit. Pas celui que nos parents veulent que tu sois. » Après avoir raccroché, d'autres messages sont arrivés. Tante Catherine suggérant que je m'excuse pour arranger les choses. Cousin Édouard me disant que j'avais gâché la fête. Tante Meredith offrant son soutien et un déjeuner la semaine prochaine. Amanda envoyant des cœurs et un simple « Je suis là pour vous deux ». Le plus surprenant fut un SMS de James, mon ex-mari. Michael l'avait apparemment appelé, inquiet pour Lily. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ces gens sont toxiques. Tu as eu raison de partir. Lily mérite mieux. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour vous soutenir toutes les deux. C'était la plus grande perspicacité qu'il ait montrée depuis des années. Peut-être qu'il grandissait, lui aussi. Ce soir-là, j'ai écrit un long email à mes parents. J'ai expliqué calmement mais fermement que leur comportement était inacceptable. J'ai fixé des limites claires. Aucune critique sur mon éducation ou mes choix de vie. Aucun commentaire négatif sur la monoparentalité devant Lily et aucune comparaison entre elle et les autres petits-enfants. Tant que vous ne pourrez pas respecter ces limites, ai-je écrit, nous ferons une pause dans les réunions de famille. Lily mérite d'être entourée de gens qui la font se sentir valorisée et aimée exactement comme elle est. Leur réponse est arrivée le lendemain matin, prévisiblement défensive et à côté de la plaque. Ma mère m'a accusé de réagir de manière excessive à des conseils bien intentionnés. Mon père a de nouveau mentionné le soutien financier qu'il pourrait fournir, si seulement je faisais de meilleurs choix. Il n'y avait pas de véritables excuses, pas de reconnaissance de la façon dont leurs paroles avaient blessé Lily.
Juste la même attitude de contrôle et de jugement, enrobée d'inquiétude. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le fait de rendre la semaine aussi normale que possible pour Lily. Nous sommes revenus à nos routines, nos samedis crêpes, nos histoires du soir. Quand elle posait des questions sur ses grands-parents, je répondais honnêtement, mais simplement, ils ont besoin d'un peu de temps pour apprendre à être plus gentils. D'ici là, nous leur donnons de l'espace. Au travail, je me suis lancé dans de nouveaux projets. Un collègue a remarqué ma concentration renouvelée et m'a référé à un éditeur de livres pour enfants à la recherche d'un nouveau style d'illustration. Le projet paierait assez bien pour couvrir 2 mois de dépenses. Le père de Lily, James, a été étonnamment solidaire lors de sa visite du week-end, apportant sa glace préférée et prenant plus de temps pour écouter ses histoires. Quand il l'a déposée le dimanche soir, il s'est attardé à la porte. « J'en ai appris plus sur ce que ta mère a dit », m'a-t-il dit doucement pendant que Lily montrait son nouveau jouet à ses peluches dans sa chambre. C'était vraiment tordu. Tu as fait ce qu'il fallait pour la protéger. Son soutien a été une validation d'une source inattendue. Notre relation avait été tendue mais civile depuis le divorce. Cela semblait être le premier pas vers quelque chose de plus authentiquement coopératif. Merci, ai-je dit simplement. Ça me touche beaucoup. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué des changements positifs se propager dans différents domaines de ma vie. Sans l'anxiété de devoir être à la hauteur des normes impossibles de mes parents, je me sentais plus créative, plus présente avec Lily, plus confiante dans mes décisions. J'ai rejoint un groupe de parents célibataires à l'école de Lily et j'ai rencontré Sarah, une autre mère divorcée avec une fille dans la classe de Lily. Nous avons commencé à échanger des gardes d'enfants pour nous accorder des pauses occasionnelles, et nos filles sont devenues de grandes amies. Environ un mois après Pâques, j'ai reçu un appel inattendu de l'avocat de longue date de mon père, Howard Barnes. « Cornelia, j'espère que ce n'est pas une intrusion », a-t-il commencé formellement. « Il y a une affaire concernant vos parents dont je pense que vous devriez être au courant. » Mon estomac s'est noué. « Quelqu'un est malade. » « Non, rien de tel », m'a-t-il assuré. « Mais une situation se développe qui pourrait affecter la famille élargie. Pourrions-nous nous rencontrer ?» Le lendemain, j'ai rencontré Howard à son bureau au centre-ville de Greenwich, le même bureau où il avait géré les affaires juridiques de mes parents pendant 30 ans. Ce qu'il m'a dit était choquant. Le cabinet financier de mon père faisait l'objet d'une enquête fédérale pour des irrégularités remontant à au moins 5 ans. Il y avait des allégations d'investissements dénaturés, de frais cachés et de possibles fraudes fiscales. C'est encore confidentiel, a expliqué Howard. Mais des inculpations pourraient arriver. Votre père et peut-être votre frère pourraient faire face à de graves accusations. Michael aussi, ai-je demandé, stupéfaite. Mon frère n'avait rejoint le cabinet que 4 ans plus tôt, juste après l'école de commerce. Son implication n'est pas encore claire, a dit Howard avec prudence. Mais en tant qu'associé, même junior, il pourrait être exposé. J'ai eu du mal à traiter cette information. Mon père, qui m'avait fait la leçon sur la responsabilité et les bons choix, faisait potentiellement face à des accusations pour avoir escroqué ses propres clients. Pourquoi me dites-vous cela? Ai-je demandé. Howard avait l'air mal à l'aise. Vos parents sont très préoccupés par les apparences en ce moment. Ils essaient de présenter un front familial uni à la communauté et à leurs clients. Richard m'a spécifiquement demandé de vous contacter au sujet d'une réconciliation. Ils veulent que vous soyez au gala d'anniversaire du cabinet le mois prochain. J'ai failli rire. Après m'avoir déclaré une honte pour la société, ils voulaient maintenant m'utiliser comme accessoire dans leur effort de relations publiques. Merci pour l'information, ai-je dit à Howard. Mais j'aurai besoin de temps pour réfléchir à ce que cela signifie pour Lily et moi. En rentrant chez moi, mon esprit était en proie à des émotions contradictoires. Une petite partie blessée de moi se sentait vengée. La famille parfaite des Hamilton n'était pas si parfaite après tout. Mais surtout, je me sentais triste pour toutes les personnes impliquées, en particulier la jeune famille de Michael et les clients qui avaient fait confiance à mon père. J'ai appelé mon amie Sarah ce soir-là, après que Lily se soit endormie. Ma famille est en train d'imploser, lui ai-je dit, en expliquant la situation. Et ils veulent que tu viennes jouer aux familles heureuses pendant que le navire coule, a-t-elle demandé avec incrédulité. Il faut un sacré culot après ce qu'ils ont dit sur toi et Lily. Une partie de moi pense que je devrais juste me laver les mains de toute cette situation, ai-je admis. Mais il y a Lily à prendre en considération. Ce sont toujours ses grands-parents, aussi imparfaits soient-ils.
Et Michael, Amanda et les jumeaux pourraient être sérieusement affectés par tout ça. Sarah est restée silencieuse un moment. Que voudrais-tu enseigner à Lily dans cette situation sur le pardon, les limites et les obligations familiales? Sa question a clarifié les choses pour moi. Il ne s'agissait plus de l'approbation de mes parents. Il s'agissait de modéliser les valeurs que je voulais que Lily apprenne. Je pense que je dois être compatissante sans être un paillasson, ai-je dit lentement. Aider là où je peux sans encourager les mauvais comportements. Alors commence par fixer des conditions claires pour toute réconciliation, a-t-elle suggéré. Le lendemain, j'ai appelé mes parents et leur ai proposé de nous rencontrer dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre nos maisons. J'ai précisé que Lily ne serait pas présente. 2 jours plus tard, j'étais assise à une table en terrasse au Riverside Café, regardant mes parents approcher. Ils semblaient plus petits, d'une certaine manière. La démarche assurée de mon père était diminuée, la posture parfaite de ma mère montrait la tension des dernières semaines. Cornelia. Mon père m'a salué avec une tentative de son autorité habituelle qui est tombée à plat. Merci de nous rencontrer. Ma mère s'est penchée pour m'embrasser la joue. J'ai accepté le geste mais ne l'ai pas retourné. Nous avons commandé du café et sommes restés dans un silence gêné jusqu'à l'arrivée de nos boissons. Howard me dit que tu es au courant de notre situation, a finalement dit mon père. J'ai hoché la tête. L'enquête sur le cabinet. Oui. C'est une chasse aux sorcières, a-t-il déclaré, des régulateurs zélés qui essaient de faire un exemple des entreprises prospères. Quand tout cela sera terminé, notre nom sera complètement blanchi. J'en doutais fort, mais je ne l'ai pas contredit. Que attendez-vous de moi exactement? Ma mère a posé sa tasse avec précision. Nous devons présenter un front uni. Le gala du mois prochain est crucial pour la confiance des clients. Avoir toute la famille présente envoie un message de stabilité. Après que vous m'ayez appelé une honte pour la société? Ai-je demandé calmement. Elle a légèrement tressailli. Je me suis peut-être mal exprimé à Pâques. J'étais inquiète pour le bien-être de Lilian. En insultant sa mère et sa structure familiale devant elle. C'était de l'inquiétude. Mon père s'est penché en avant. Cornelia, nous pourrons discuter de tout cela plus tard. Pour l'instant, il y a des questions pratiques à régler. Si tu assistes au gala et à quelques événements clés au cours des prochains mois, nous sommes prêts à t'aider financièrement, peut-être même avec un acompte sur une maison convenable dans un meilleur district scolaire. C'était donc ça. Il n'était pas désolé. Il voulait juste acheter ma conformité. Je ne suis pas intéressé à être payé pour prétendre que nous sommes une famille heureuse, ai-je dit. Mais je suis prête à envisager un contact limité sous certaines conditions. Les sourcils de ma mère se sont haussés. Des conditions? Oui. Premièrement, des excuses sincères à Lily pour les commentaires blessants à Pâques. Deuxièmement, le respect de mes choix de vie et de mes décisions parentales. Troisièmement, plus de comparaison entre Lily et ses cousins. Mon père a ricané. Ce n'est pas une négociation, Cornelia. Nous t'offrons la sécurité financière pendant ce qui pourrait être une période difficile pour la famille. Je vous offre l'authenticité, ai-je répliqué, ce qui pourrait valoir plus pour vos clients qu'un autre faux sourire sur les photos de famille. Le visage de ma mère s'est durci. Tu as toujours été si dramatique. Cette attitude n'aide personne, et surtout pas Lilian. Elle s'appelle Lily. Personne ne l'appelle Lilian sauf toi, et elle n'aime pas ça. C'est exactement pour ça que nous nous inquiétons, a sèchement répondu ma mère. Tu laisses un enfant décider comment elle doit s'appeler plutôt que de lui apprendre le respect des traditions. Je me suis levé, ramassant mon sac à main. Cette réunion est clairement inutile. Vous ne voulez pas de réconciliation. Vous voulez de la conformité. Ce ne sont pas les mêmes choses. Alors que je me tournais pour partir, mon père a soudainement serré sa poitrine, son visage se tordant de douleur. Richard. La voix de ma mère s'est élevée, paniquée. Malgré tout, je me suis précipité pour l'aider, le guidant pour qu'il s'asseye tout en demandant au serveur alarmé d'appeler une ambulance. Sa couleur était terrible. Sa respiration laborieuse. Essayez de rester calme, lui ai-je dit, prenant son pouls pendant que ma mère s'agitait inutilement à côté de lui. Les secours arrivent. L'ambulance est arrivée en quelques minutes. Alors que les ambulanciers prenaient le relais, je me suis retrouvé à réconforter ma mère, dont le sang-froid s'était complètement effondré. Va-t-il mourir, n'arrêtait-elle pas de demander.
Cornelia, dis-moi qu'il ne va pas mourir. Les ambulanciers s'occupent bien de lui, les jeux assurés, l'aidant à monter dans ma voiture pour suivre l'ambulance. Nous serons juste derrière eux. À l'hôpital, nous nous sommes assis ensemble dans la salle d'attente pendant que les médecins évaluaient mon père. Ma mère, dépouillée de son armure sociale, paraissait soudain son âge. Ses mains tremblaient en remplissant les formulaires. Je ne connais pas ses médicaments actuels, a-t-elle admis d'une petite voix. C'est lui qui gère tout ça. Il a toujours tout géré. J'ai doucement pris le presse-papier. Laisse-moi t'aider. Pendant que nous attendions des nouvelles, ma mère fixait vaguement le mur beige de l'institution. Nous étions heureux autrefois, a-t-elle dit soudainement. Avant l'argent, avant que le cabinet ne devienne si grand. Richard riait plus. Nous rions tous les deux plus. Je ne me souvenais pas avoir jamais vu mon père rire librement. L'homme qu'elle décrivait m'était un étranger. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Elle a légèrement secoué la tête. Le succès change les gens. Tu commences à t'inquiéter de perdre ce que tu as gagné. Plus tu as peur de le perdre. Pendant un instant, j'ai entrevu la femme vulnérable sous l'extérieur parfait de ma mère. Une femme qui avait bâti son identité autour d'une image soigneusement construite qui était maintenant en train de s'effondrer. Le médecin est finalement sorti pour nous annoncer que mon père avait eu un léger malaise cardiaque, probablement dû au stress. Pas une crise cardiaque complète, mais un signal d'alarme qui nécessitait des médicaments et des changements de mode de vie. Quand nous avons été autorisés à le voir, mon père avait l'air diminué dans son lit d'hôpital, branché à des moniteurs qui bipaient avec une régularité rassurante. Le médecin dit que vous devez réduire le stress, lui ai-je dit. Peut-être prendre un peu de recul par rapport au travail pendant un certain temps. Il a agité une main avec dédain. Impossible, surtout maintenant avec cette enquête qui nous pend au nez. Rien n'avait changé. Même un problème de santé ne changerait pas ses priorités. J'ai ramené ma mère à sa voiture au café, le silence entre nous lourd de mots non dits. Merci pour ton aide aujourd'hui, a-t-elle dit sèchement en ramassant son sac à main. C'est toujours mon père, ai-je répondu. Mais cela ne change rien entre nous. Mes limites tiennent. Elle a hoché la tête, presque imperceptiblement, avant de partir. Plus tard dans la nuit, Michael a appelé avec des nouvelles qui ont fait paraître le drame de la journée bien pâle en comparaison. Le plus gros client du cabinet avait retiré tout son portefeuille en entendant les rumeurs sur l'enquête. 3 autres clients importants menaçaient de faire de même. Papa refuse de s'en occuper, a-t-il dit, sa voix tendue par le stress. Il insiste sur le fait que tout va passer, mais les chiffres ne mentent pas. Si cela continue, le cabinet pourrait être insolvable d'ici quelques mois. Et ta situation, ai-je demandé. J'ai parlé à des contacts pour des options, a-t-il admis. Le père d'Amanda pourrait avoir quelque chose dans son entreprise. Les jumeaux sont si jeunes. Nous avons besoin de stabilité. Tu fais ce qu'il faut, les jeux assurés. Tu dois protéger ta famille. J'aurais dû te défendre à Pâques, a-t-il dit soudainement. Je savais que maman avait tort. C'est juste que... Je n'ai jamais été courageuse comme toi, Cornelia. Son aveu m'a prise au dépourvu. Je ne m'étais jamais considérée comme courageuse, juste déterminée à vivre authentiquement et à protéger ma fille. Il n'est pas trop tard pour trouver ta voie, lui ai-je dit. 6 mois après cette Pâques désastreuse, Lily et moi nous étions installés dans un rythme qui semblait de plus en plus naturel. Mon entreprise de design graphique s'était développée pour inclure un travail régulier pour 2 éditeurs de livres pour enfants et une entreprise locale de produits alimentaires artisanaux. Notre situation financière, bien que toujours modeste, s'était suffisamment stabilisée pour que je puisse occasionnellement emmener Lily pour des sorties spéciales au musée des enfants ou au jardin botanique. Plus important encore, nous avions bâti une communauté. Sarah et sa fille Emma étaient devenues des piliers de notre vie, avec des échanges de dîners hebdomadaires et des rendez-vous au parc le samedi. 2 autres parents de l'école de Lily avaient rejoint notre réseau de soutien informel. Nous échangions des gardes d'enfants, célébrions les anniversaires ensemble et nous soutenions émotionnellement lorsque la parentalité solo devenait écrasante. Lily s'épanouissait en maternelle. Sa curiosité naturelle et sa gentillesse la rendaient très appréciée des enseignants et de ses camarades de classe. Elle mentionnait ses grands-parents de temps en temps, mais sans le désir qu'elle avait auparavant. La blessure de leur rejet semblait guérir à mesure qu'elle faisait l'expérience d'une acceptation sincère de la part de notre famille choisie.
Ma relation avec James avait évolué vers quelque chose que je n'aurais pas cru possible après notre divorce. L'incident de Pâques avait déclenché un changement en lui. Il est devenu plus fiable avec son calendrier de visite, plus engagé dans la vie quotidienne de Lily et plus respectueux de mon rôle de parent principal. J'ai réalisé que je ne veux jamais que Lily se sente comme tes parents l'ont fait se sentir, m'a-t-il dit un dimanche soir. Comme si elle n'était pas suffisante. J'avais même commencé prudemment à fréquenter quelqu'un de nouveau, rencontrant Ben, un professeur de sciences et père veuf d'un fils de 8 ans, lors d'une collecte de fonds de l'école. Nos premiers rendez-vous avaient été des rencontres autour d'un café où nous parlions de tout, des souvenirs d'enfance aux livres préférés, trouvant des liens surprenants dans nos parcours différents. Ben comprenait les dynamiques familiales compliquées. Il avait navigué dans sa propre relation difficile avec des beaux-parents qui lui reprochaient de ne pas avoir pu empêcher le cancer de leur fille. Sa patience et sa prévenance m'ont permis de m'ouvrir en toute sécurité sur ma propre situation familiale. Les familles sont compliquées, m'a-t-il dit lors de notre 3e rendez-vous. La question n'est pas de savoir s'il y a des dysfonctionnements, mais si les gens sont prêts à les reconnaître et à grandir. Les nouvelles de mes parents venaient principalement de Michael, qui s'était éloigné de l'entreprise familiale tout en maintenant le contact. L'enquête fédérale s'était étendue, avec des accusations formelles désormais probables. 3 anciens employés avaient témoigné pour l'accusation, fournissant des preuves accablantes de fraude systématique. Le cabinet de mon père s'effondrait. La plupart des clients avaient retiré leurs investissements. Le personnel avait été licencié par vagues, et leur réputation dans les cercles financiers était irrémédiablement endommagée. Le manoir où j'avais grandi était sur le marché, affiché à un prix bien inférieur à sa valeur dans une tentative désespérée de liquidité. Michael avait trouvé un poste dans l'entreprise de fabrication de son beau-père, acceptant une baisse de salaire significative mais se mettant à l'abri des ennuis judiciaires. Lui et Amanda avaient vendu leur grande maison et déménagé dans une maison plus modeste dans un quartier familial. C'est étrange, m'a-t-il dit lors d'un de nos nouveaux déjeuners réguliers frères-sœurs. Je pensais que le statut, le country club, tout ça me manquerait, mais il y a quelque chose de libérateur à descendre de la roue du hamster. J'ai souri, reconnaissant le début du voyage que j'avais commencé des années plus tôt. Bienvenue dans le monde réel. C'est plus désordonné, mais plus authentique. Amanda et moi espérions que toi et Lily pourriez venir pour sa fête d'anniversaire le week-end prochain, a-t-il dit. Rien d'extraordinaire, juste un barbecue dans le jardin avec quelques amis. Ben aussi, si tu es à l'aise avec ça. L'invitation semblait significative. Pas une réunion de famille obligatoire, mais un désir sincère de nous avoir dans leur vie. Nous serions ravis, lui ai-je dit. Le 6e anniversaire de Lily tombait fin septembre, et nous avions prévu une petite fête dans notre parc préféré. Rien d'élaboré, juste des cupcakes et des jeux avec ses amis de l'école et notre petite communauté de famille monoparentale. À ma surprise, James a proposé de coordonner avec moi plutôt que de simplement assister en tant qu'invité. J'ai raté trop d'occasions de faire partie des bons moments, a-t-il dit. Je veux faire mieux. Encore plus surprenant, il a demandé si sa nouvelle petite amie, Melissa, pouvait aider pour la fête. J'ai accepté, la trouvant vraiment gentille et douée avec Lily. En les regardant ensemble, je n'ai ressenti aucune de la jalousie que j'aurais pu attendre, seulement de la gratitude que Lily est un autre adulte attentionné dans sa vie. Ben et son fils, Ethan, sont arrivés tôt pour aider à installer, Ethan portant fièrement le cerf-volant qu'il avait choisi comme cadeau pour Lily. La facilité avec laquelle les enfants jouaient ensemble, le partenariat confortable que Ben et moi avions développé même dans de petites tâches comme disposer les tables ou distribuer les sacs de fête, ressemblait à un aperçu d'un avenir possible que je n'avais pas osé imaginer. Alors que les invités commençaient à arriver, j'étais concentré sur l'aide à Lily pour accueillir ses amis quand Ben m'a doucement touché l'épaule. « Quelqu'un d'autre est là » a-t-il dit tranquillement, hochant la tête vers le parking. Je me suis retourné pour voir ma mère debout, incertaine, au bord du parc, seule et semblant déplacée dans ses vêtements chers mais discrets. Elle tenait un paquet emballé et une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. L'humilité. Je m'occupe des enfants, a proposé Ben. Prends ton temps. Je me suis approché d'elle, les émotions tourbillonnant. Elle avait vieilli de plusieurs années en 6 mois, son apparence soigneusement entretenue montrant maintenant des signes de tension. Je n'étais pas sûr d'être la bienvenue, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Mais je ne pouvais pas manquer complètement l'anniversaire de Lily. Comment as-tu su pour la fête, ai-je demandé. Michael me l'a dit. Elle a fait un geste vers le paquet dans ses mains.
C'est un livre de contes de fées que je te lisais. J'ai pensé que Lily pourrait l'aimer. Le lien inattendu avec ma propre enfance m'a prise au dépourvu. Je me souvenais de ces histoires. La voix de ma mère, plus douce alors, avant que l'ascension sociale ne devienne son objectif. Tu peux le lui donner toi-même, ai-je dit, hochant la tête vers l'endroit où Lily montrait à Ethan comment tourner en rond jusqu'à avoir le vertige. Mais je dois être clair. Cela ne change pas nos limites. Ma mère a hoché la tête. Je comprends. Je voulais juste vous voir toutes les deux. Je l'ai conduite vers la zone de la fête où Lily nous a repérés et est venue en courant, s'arrêtant net en reconnaissant sa grand-mère. Mamie, a-t-elle dit, incertaine. Ma mère s'est agenouillée, maladroitement mais en essayant. Joyeux anniversaire, Lily. Je t'ai apporté quelque chose. Lily m'a regardé pour avoir des instructions et j'ai hoché la tête de manière encourageante. Elle a accepté le paquet avec un « merci » poli qui reflétait ses bonnes manières naturelles plutôt qu'un enthousiasme sincère. Tu veux un morceau de gâteau, a demandé Lily, la gentillesse instinctive des enfants transparaissant malgré les blessures passées. Maman a fait du chocolat et de la vanille. J'aimerais beaucoup, a répondu ma mère. La fête a continué autour de cet invité inattendu. James a haussé les sourcils d'un air interrogateur quand il a vu ma mère, mais a suivi mon exemple en la traitant civilement. Ben est resté proche sans être envahissant, sa présence stable étant un réconfort. Ma mère s'est assise tranquillement au bord de la célébration, observant tout avec l'air d'une anthropologue observant une culture inconnue. Elle semblait particulièrement concentrée sur les interactions faciles entre les familles, le manque de prétention, les rires sincères. Avant de partir, elle a demandé à me parler en privé. « Votre foyer semble heureux », a-t-elle dit, faisant un geste pour englober le parc, les amis, la simple célébration. Lily est. Elle s'épanouit. Oui, c'est vrai, ai-je convenu. Nous nous épanouissons toutes les deux. Votre père et moi vendons la maison, nous déménageons dans un condo, les frais de justice. Elle s'est interrompue, puis a légèrement redressé les épaules. Ça a été un ajustement. J'ai hoché la tête, ne sachant pas quelle réponse elle attendait. Je ne suis pas doué pour ça, Cornelia, admettre que j'ai peut-être eu tort sur certaines choses. Les mots semblaient physiquement douloureux à prononcer pour elle. Ce que tu as dit à Pâques sur le fait d'être une vraie famille, je commence à comprendre ce que tu voulais dire. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était plus de conscience de soi que je n'en avais jamais entendu de sa part. Merci de m'avoir laissé venir aujourd'hui, a-t-elle terminé maladroitement. Lily est une enfant merveilleuse. Tu as bien fait avec elle. Alors qu'elle s'éloignait, Lily a couru à côté de moi. Est-ce que mamie s'en va? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je l'ai serrée contre moi. Non, ma chérie. Tu as tout fait correctement. Mamie a juste beaucoup à apprendre sur ce qui compte vraiment dans la vie. Ce soir-là, après que la fête soit terminée et que Lily soit au lit, entourée de ses nouveaux trésors, Ben et moi nous sommes assis sur mon petit balcon avec des verres de vin. Tu as géré cette situation avec ta mère magnifiquement, a-t-il dit. Ça n'a pas dû être facile. C'est étrange, ai-je répondu. Pendant des années, j'ai voulu qu'ils voient que ma vie avait de la valeur même si elle ne correspondait pas à leur plan. Maintenant qu'ils ont perdu tout ce qu'ils valorisaient, ça ne ressemble pas à une victoire. Juste de la tristesse pour toutes les années perdues en apparence. Ben m'a pris la main. Tu as brisé le cycle, cependant. C'est ce qui compte. Lily grandira en sachant que sa valeur n'est pas liée au statut, à l'argent ou à l'adaptation à un moule prédéterminé. Ces mots ont cristallisé quelque chose que je ressentais mais que je n'avais pas entièrement articulé. En m'éloignant du jugement toxique, en construisant une vie selon mes propres termes, j'avais offert à Lily un cadeau que mes parents ne m'avaient jamais donné, la liberté de définir le succès et la famille pour elle-même. Un an après ce funeste dimanche de Pâques, nos vies s'étaient transformées d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Mon entreprise de design graphique avait suffisamment grandi pour justifier l'embauche d'un assistant à temps partiel. Lily s'épanouissait en première année, sa créativité naturelle s'épanouissant sous la direction d'un enseignant encourageant. Et notre définition de la famille s'était élargie de belle manière. James et Melissa s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie avec Lily comme demoiselle d'honneur. Plutôt que de compliquer notre coparentalité, leur relation l'avait stabilisée. Melissa, psychologue pour enfants, apportait patience et perspicacité à son rôle de belle-mère,
toujours respectueuse de ma place dans la vie de Lily. Ben et moi nous étions rapprochés de plus en plus, notre relation s'approfondissant grâce à des conversations honnêtes et des valeurs partagées. Son fils Ethan et Lily avaient développé un lien quasi fraternel, se chamaillant et se défendant farouchement tour à tour. Nous avions commencé à discuter prudemment d'un avenir ensemble, prenant les choses lentement pour le bien des deux enfants. Sarah et sa fille Emma sont restés nos amis les plus proches, nos dîners hebdomadaires étant désormais une tradition chérie. Michael et Amanda faisaient partie de notre cercle élargi, leurs jumeaux étant désormais des camarades de jeu réguliers pour Lily. Avec la distance de l'influence de mes parents, Michael avait découvert ses propres valeurs, devenant le frère que j'avais toujours espéré. La vie de mes parents avait également changé de façon spectaculaire. L'enquête fédérale avait abouti à des accusations contre mon père et deux associés principaux. En attendant leur procès, ils avaient été contraints de liquider presque tout. Le manoir a été vendu à perte, leur propriété de vacances saisie par les créanciers, leur statut social irrémédiablement endommagé. Ils vivaient maintenant dans un condo de 2 chambres, une maison plus grande que mon appartement, mais modeste par rapport à leurs anciennes normes. Mon père, risquant une peine de prison, avait vieilli de 10 ans en 1 an. Ma mère, dépouillée de son cercle social lorsque ses amis se sont éloignés du scandale, découvrait lentement et douloureusement qui elle était sans la richesse et le statut pour la définir. Notre relation est restée compliquée. Il n'y a pas eu de grande réconciliation, pas de moment de compréhension parfaite. Au lieu de cela, il y a eu de petits pas, des appels téléphoniques mensuels, des visites occasionnelles, toujours brèves et en territoire neutre. Ma mère avait envoyé à Lily des cartes d'anniversaire et de Noël faites à la main, l'art imparfait témoignant d'un effort sincère, bien que maladroit, de se connecter. À l'approche de Noël, Ben a suggéré d'organiser une réunion chez lui, qui avait une plus grande salle à manger et un plus grand jardin que mon appartement. Nous pourrions inviter tout le monde, a-t-il dit. James et Melissa, Sarah et Emma, Michael et sa famille. Même tes parents si tu es à l'aise avec ça. L'idée de créer une fête selon nos propres termes, rassemblant toutes les personnes qui comptaient pour nous, indépendamment des structures familiales traditionnelles, m'a profondément séduite. J'aimerais beaucoup, lui ai-je dit. Mais mes parents seulement pour le dessert. À petite dose, ça marche mieux. La journée elle-même a été tout ce que j'aurais pu espérer. Des enfants courant dans la maison avec l'énergie débordante des fêtes. Des adultes cuisinant ensemble, riant de petits désastres en cuisine. Pas de porcelaine formelle, pas de tradition rigide, juste une connexion sincère. James a découpé la dinde pendant que Melissa organisait la table de bricolage des enfants. Sarah a apporté ses fameuses tartes. Michael et Amanda sont arrivés avec des petits pains faits maison et des pulls de Noël moches assortis, ayant embrassé leur libération des garde-robes de créateurs. Quand ma mère est arrivée seule pour le dessert, mon père étant encore trop fier ou trop honteux pour venir, elle s'est tenue incertaine dans l'embrasure de la porte, observant la scène de chaises dépareillées, d'assiettes en carton et de joie sincère. Joyeux Noël, Eleanor. Ben l'a accueillie chaleureusement. Puis-je prendre votre manteau? Elle le lui a tendu avec des remerciements murmurés, puis a offert la boîte de pâtisserie qu'elle portait. J'ai apporté des biscuits. J'apprends à faire de la pâtisserie. L'aveu de son statut de novice aurait été impensable de la part de la femme qui engageait autrefois des traiteurs pour les dîners de famille. J'ai reconnu l'effort que cela représentait. Merci, maman. Entre. Lily se demandait quand tu arriverais. Comme si elle avait été appelée, Lily est apparue du groupe d'enfants, courant pour serrer sa grand-mère dans ses bras avec un enthousiasme sans retenue. Mamie, tu as vu l'ornement que je t'ai fait? Il est sur l'arbre. Ma mère s'est laissée conduire jusqu'à l'arbre de Noël orné d'un mélange de décorations achetées en magasin et de créations d'enfants. Lily a fièrement montré une étoile en pâte à sel peinte avec des traits inégaux de bleu et d'argent. Je l'ai faite juste pour toi, a-t-elle expliqué. Maman a dit que le bleu est ta couleur préférée. La main de ma mère a légèrement tremblé alors qu'elle touchait l'humble ornement. C'est magnifique, Lily. Merci de te souvenir de moi. À ce moment-là, en regardant le cœur généreux de ma fille offrir une connexion malgré les blessures passées, j'ai vu la première véritable interaction grand-mère-petite fille qu'elles aient jamais partagée. Pas une performance, pas une obligation, mais une relation authentique. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, j'ai trouvé un moment seul avec ma mère dans la cuisine de Ben alors qu'elle aidait à rincer les assiettes à dessert. C'était différent, a-t-elle dit en me tendant une assiette propre à essuyer. J'ai souri.
Différents en bien ou différents en mal? Elle a considéré la question sérieusement. Juste différents. Tous ces gens qui ne sont pas liés par le sang agissant comme une famille. Ton ex-mari et sa nouvelle femme, Ben et son fils, ton amie Sarah. Ce n'est pas ce qu'on m'a appris que la famille devrait être. Mais est-ce que ça marche, ai-je demandé. C'est la vraie question, n'est-ce pas? Est-ce que ça apporte de l'amour, du soutien, un sentiment d'appartenance? Elle a jeté un coup d'œil à travers l'embrasure de la porte où Lily apprenait à Ethan un jeu de main. Leurs têtes penchées ensemble en concentration. Oui, a-t-elle admis doucement. Ça semble très bien fonctionner. Nous avons continué à faire la vaisselle dans un silence complice, une nouvelle expérience dans notre relation. J'ai réfléchi à ce que tu as dit ce jour-là, s'est-elle finalement aventurée, sur le fait d'être une honte. J'avais tort, Cornelia. Tu es une mère merveilleuse, bien meilleure que moi, si je suis honnête. L'aveu m'a stupéfié. Maman. Elle a secoué la tête. Laisse-moi finir. J'étais tellement concentré sur ce que les autres pensaient, sur le maintien des apparences, que j'ai manqué ce qui comptait vraiment. Regarde où ça nous a menés. Richard face à la prison. Nos amis ont disparu. Notre belle maison est partie. Elle a séché ses mains sur un torchon, le pliant précisément ensuite. Mais toi, tu as construit quelque chose de réel, quelque chose qui ne pouvait pas être enlevé parce que ce n'était pas basé sur l'argent ou le statut. Je commence seulement à comprendre la valeur de cela. Je ne savais pas comment répondre à cette vulnérabilité sans précédent de ma mère toujours si contrôlée. Il n'est pas trop tard, tu sais, ai-je finalement dit, pour construire quelque chose de réel. Elle a eu un petit sourire triste. Peut-être pas, mais j'ai beaucoup à apprendre. Et ton père? Il a encore du mal à accepter notre nouvelle réalité. Un pas à la fois, ai-je suggéré. C'est comme ça que j'ai construit ma vie après le divorce. Jour après jour, choix après choix. Après son départ, Ben m'a trouvé encore debout dans la cuisine, en train de digérer la conversation. Ça va, a-t-il demandé en passant son bras autour de ma taille. Mieux que bien, lui ai-je dit sincèrement. Je pense que je suis enfin libéré du besoin de leur approbation. Toute relation que nous construirons à l'avenir sera parce que je le veux, pas parce que j'essaie encore d'être la fille qu'il voulait. Cette nuit-là, après que tous nos invités soient partis et que les enfants se soient endormis au milieu de nouveaux jouets et de restes de papier cadeau, Ben et moi nous sommes assis à côté de son arbre de Noël, les lumières projetant une lueur chaleureuse sur la pièce. Quelle année ça a été, a-t-il médité, ses doigts entrelacés avec les miens. De la honte à la grâce, ai-je dit avec un sourire. Je n'aurais jamais pu imaginer à Pâques dernier que la perte de tous de mes parents les aiderait finalement à trouver leur humanité, ou que m'éloigner du jugement toxique mènerait à construire quelque chose de bien meilleur que ce que j'ai laissé. Tu as montré un courage énorme, a dit Ben. En te défendant et en défendant Lily ce jour-là. J'ai pensé au courage, au petit choix courageux qui m'avait amené ici. Quitter un mariage qui ne fonctionnait pas, bâtir une carrière qui honorait mes talents. Créer des limites avec une famille toxique. Ouvrir mon cœur à de nouvelles possibilités avec Ben. Je pense que la vraie leçon dans tout cela, c'est que la famille n'est pas définie par la conformité à un idéal parfait, ai-je réfléchi. Elle est créée par l'amour, le respect et l'acceptation. Parfois, il faut être prêt à s'éloigner des gens qui ne peuvent pas donner ces choses, même s'ils sont de notre sang. Et parfois, les gens vous surprennent en grandissant et en changeant, a ajouté Ben. J'ai hoché la tête, pensant au pas de ma mère vers l'authenticité. La question est de savoir si vous êtes prêt à attendre cette possibilité ou si vous investissez votre énergie dans la construction de quelque chose de sain en attendant. Tu as choisi de construire, a dit Ben en me serrant la main. Et regarde ce que nous avons créé, ai-je répondu, faisant un geste vers les restes de notre réunion. Les chaussettes de Noël dépareillées accrochées à la cheminée. L'arbre orné d'ornements représentant différentes parties de notre communauté recomposée. La cuisine gardant encore le souvenir d'un repas partagé dans une joie sincère. Assis dans un silence confortable, j'ai pensé au voyage de cette Pâques douloureuse à ce Noël paisible. Du jugement à l'acceptation, des définitions rigides aux liens flexibles, de l'apparence à la substance. J'ai pensé à Lily grandissant en sachant que sa valeur n'était pas liée à l'adaptation à la définition de la famille de quelqu'un d'autre. À la leçon qu'elle apprenait sur le fait de rester ferme dans sa vérité tout en restant ouverte à une connexion sincère. À quoi penses-tu, a demandé Ben. À comment les moments les plus difficiles mènent parfois à la plus grande croissance, ai-je répondu.
Et comment s'éloigner peut en fait être marcher vers quelque chose de meilleur. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'attentes toxiques pour construire quelque chose de plus sain? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de faire ce pas? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver de la force à travers les défis de la vie. Merci d'avoir écouté. Et n'oubliez pas, c'est vous qui définissez ce que la famille signifie pour vous.